Bonsoir et bienvenue. Vous cherchez des frissons? Vous êtes au bon endroit. Vous allez écouter 3 histoires d'horreur. Je vous conseille donc, si possible, de vous mettre dans un endroit sombre ou dans le noir complet, ça serait parfait. Une petite tasse de thé ou un chocolat chaud, et c'est parti pour la première histoire. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une jeune fille au moment des faits. Elle ne précise pas son nom, mais pour vous raconter cette histoire, on va l'appeler Pauline. Les faits se passent en été 2015. Et à cette époque, Pauline a 19 ans. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle a un job d'été. Et le sien est de travailler dans un camp biblique. C'est en gros un camp de vacances pour les enfants de défavorisés. Car elle précise qu'elle se trouve dans une grande ville. Elle ne donne pas le nom, mais elle dit que comme toutes les grandes villes, il y a de la criminalité. Mais au moment où elle avait été embauchée, on lui avait précisé que ce quartier était en train d'être de plus en plus habité par des personnes de la classe moyenne, et qu'un café avait même ouvert dans le quartier, et qu'il s'y trouvait également un parc à chiens. Elle donne également le détail que dans ce quartier, il y avait beaucoup de maisons délabrées, à côté de maisons modernes, avec une belle architecture. Elle nous raconte que le camp biblique se trouvait dans une grande maison, à 2 étages, et que le jardin était entouré par une grande clôture. On lui a assuré qu'elle était en sécurité, car dans la maison, il y avait des barreaux aux fenêtres, et que la porte d'entrée se verrouillait automatiquement dès qu'elle se fermait. Elle précise également que le premier étage était le lieu où ils accueillaient les enfants, et que le second étage était là où les moniteurs étaient logés. Le camp fonctionnait 5 jours par semaine, de 8h à 16h, et le reste du temps, ils avaient du temps libre, pour aller faire n'importe quoi, se balader en ville, faire des activités avec les autres moniteurs. Maintenant que le contexte est posé, on peut passer à l'histoire. On est au mois de juillet, un week-end, en début de soirée, l'heure du dîner à peu près. Elle nous raconte qu'avec les moniteurs, ils se préparaient un plat de spaghettis. Ce soir-là, ils avaient décidé de mettre ensemble leur repas et de le partager. Mais elle précise qu'il y avait 2 réfrigérateurs dans la maison, dans la cuisine plus précisément. Un pour les enfants, car elle devait préparer le déjeuner des enfants, et un réfrigérateur à eux. Donc chaque produit qu'ils achetaient, ils les étiquetaient, avec chacun leur prénom dessus. Donc pour Pauline en l'occurrence. Elle nous dit qu'elle travaille dans ce camp avec sa meilleure amie, que l'on va appeler Chloé. Ce soir-là, c'était à elles deux de cuisiner, pour rappel les spaghettis. Donc, elles ouvrent le frigo pour aller chercher la viande hachée, et quand elles l'ouvrent, Pauline se rend compte qu'il manque son yaourt. Son yaourt préféré qu'elle achète plusieurs fois par semaine. Elle dit d'ailleurs que c'était son dernier yaourt. Elle est vexée, à ce moment-là. Elle se dirige dans la salle où tout le monde se trouve, et elle dit « Qui a volé mon yaourt ?» Et ce soir-là, en plus des 2 autres collègues habituels, il y avait la cousine de l'un d'entre eux. Au moment où elle pose sa question, tout le monde la regarde avec des yeux écarquillés, le regard fuyant. Et donc là, Pauline se dit que c'est la cousine de son collègue, tout simplement parce qu'elle vient de la rencontrer. Alors, c'est pas vraiment un argument, mais elle pense là à ce moment-là. À ce moment-là, sûre que c'est quelqu'un, elle dit « Peu importe, juste, s'il y a un nom dessus, ne le mangez pas. » Puis avec sa meilleure amie, elles sont reparties faire les spaghettis dans la cuisine. Ils mangent, apprécient leur dîner, et à la fin du dîner, comme Pauline et Chloé ont fait à manger, leurs 2 autres collègues se portent volontaires pour faire la vaisselle. Et le repas est terminé, Pauline et sa meilleure amie décident donc de monter à l'étage, de se poser devant la télé, et de regarder leur dessin animé préféré, Family Guys. Elles apprécient l'épisode, mais seulement, au bout de 2 minutes, elles entendent la cousine crier, et qui dit « Attendez, je ne trouve plus mon téléphone et mon portefeuille !» À ce moment-là, Pauline met pause et lève les yeux au ciel, parce qu'elle est toujours dégoûtée pour son yaourt. Mais Chloé répondit à la cousine et lui demande « Où les as-tu vus pour la dernière fois ?» Et elle dit qu'elle les avait laissés sur le canapé, afin de descendre manger. Donc, elles se mirent à fouiller partout, sur le canapé, sous les coussins, sous le canapé, partout dans la pièce, mais elles ne trouvent rien. Et comme elle ne trouve rien, elle lui demande si elle ne les a pas laissés en bas. Donc la cousine descend et cherche en bas avec les 2 autres employés. Et Pauline et Chloé décident de retourner dans leur chambre, qui est juste à côté du salon, là où se trouve la télé. Elles se mettent sur leur lit superposé et commencent à parler. Et Pauline dit que la cousine gâche leur jour de repos. Et pendant qu'elle parle, elle voit dépasser de la porte une main. Pensant que c'était Sarah, elle demande si elle les a trouvés.
Elle est un peu surprise parce qu'elle ne les a pas entendus monter. Elle est d'ailleurs un peu stressée parce que elle est en train de parler dans le dos de cette personne. Elle se dit mince, si elle m'a entendu, elle va être gênée. Mais la main disparaît de la porte et il n'y a pas de réponse. Donc Pauline regarde sa meilleure amie en faisant une tête de mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et Chloé, qui n'a pas vu la main, ne comprend pas ce qui se passe. Donc Pauline explique rapidement à Chloé ce qui vient de se passer et elle décide d'aller en haut de l'escalier, toutes les deux, en demandant aux autres s'ils ont trouvé quelque chose. Mais ils répondent qu'ils n'ont rien trouvé. Et la Pauline est un peu paniquée parce qu'elle se dit mais qui est ici? Donc elle commence à fouiller dans leur chambre, dans le salon, dans les autres chambres, mais elle ne trouve rien, personne. Et Pauline se dit qu'elle est peut-être folle, donc elle décide de pas en parler aux autres. Elle se dit de toute manière que personne n'aurait pu descendre ou monter si vite sans qu'on l'entende. Elle décide donc de descendre, et quand elle descend, elle voit la cousine bouleversée qui pleure, et son cousin qui dit « Allez les gars, quelqu'un a pris ses affaires ?» Mais Pauline et sa meilleure amie disent qu'elles n'ont rien fait. La cousine en colère dit que quelqu'un les a forcément volés, et qu'ils lui rendent tout de suite, et les choses s'enveniment un peu entre eux. Et donc Pauline décide de parler de la main qu'elle a vue, pour apaiser un peu les tensions. Ça n'a pas vraiment apaisé les tensions, ça les a plus reportées. Et donc là, tout le monde décide de refouiller la maison. En plus, avec les enfants, ils ont l'habitude de faire des cache-cache, donc ils connaissent toutes les cachettes, ils regardent partout, mais ils ne trouvent personne. Donc là, tous paniqués, ils décident d'appeler le directeur pour lui dire ce qui se passe. Et quand il arrive, il les voit tous blottis dans le hall et ne croit pas en leur histoire et menace même d'appeler la police si la personne qui a volé les affaires de Sarah ne le dit pas. Et comme personne n'avoue, il appelle vraiment la police. Et la police fouille la propriété et prend toutes les dépositions. Pauline dit que son histoire semble stupide parce que pour elle ce n'est qu'un sentiment. Et la police rédige un rapport pour les biens volés, ce qui rassure un peu la cousine. Même s'ils trouvent que ce n'était pas vraiment utile que la police vienne, ça les rassure un peu. S'ils se disent la police n'a rien trouvé, donc c'est qu'on est en sécurité ici. Et bien qu'ils soient rassurés, ils décident tout de même de dormir dans la même pièce et de la barricader. Et ils font un peu des blagues en disant c'est un peu bête, on retrouvera ça demain, posé à un endroit évident. Le lendemain, rien, et quelques jours passent, où il ne se passe rien. Donc ils oublient un peu cette histoire, même si les affaires de la cousine ne sont pas retrouvées. Et ils s'occupent des enfants, ils travaillent. Donc encore une fois, il est après 16 heures, les enfants sont rentrés chez eux, et ils sont plus que les 4 employés. Donc comme d'habitude, après que les enfants soient partis, ils nettoient le jardin, et ils ferment la porte à clé. Et ils ont tous un peu faim, donc ils se dirigent vers la salle à manger. Chloé décide d'aller à la cuisine pour aller chercher les collations. Et quand elle y arrive, elle trouve la porte de la cuisine ouverte. Sachant que toutes les portes sont censées être fermées, mais cette porte est régulièrement ouverte par les enfants. Donc dans toutes les portes de la maison, c'est celle avec qui on pourrait avoir le moins de doute qu'elle soit ouverte. Même si ce n'est pas normal. Donc à ce moment-là, Chloé appelle Pauline, elle ferme la porte de la cuisine, et dans la cuisine, elle voit que la porte d'un réfrigérateur est ouverte. Et là, Pauline, qui est un peu bouleversée par ce qu'elle voit, repense à la soirée de l'autre fois. Tout le monde rit parce que tout le monde trouve ça ridicule. Et pour faire une blague, Chloé décide de prendre le balai pour essayer de l'utiliser comme une arme, comme une lance un peu. Et elle dit allons le chercher les filles !» et ouvre le garde-manger en disant où es-tu, putain d'enfoiré? Nous savons que tu es là, montre-toi !» Pauline rit aux éclats, mais d'un coup elle se sent inexplicablement mal à l'aise, ne sait pas trop pourquoi. Elle continue son jeu d'acteur dans la pièce suivante. Elle continue d'ouvrir les placards et redit nous savons que tu es... Et là, Pauline se dit c'est bizarre, pourquoi tu t'arrêtes au milieu de ta phrase? Et là Chloé se met à crier, elle jette le balai dans le placard et court le plus vite possible vers la porte d'entrée en la laissant ouverte. À ce moment-là, Pauline a le cœur qui bat extrêmement vite, mais se dit que c'est une blague. Et elle décide de faire demi-tour et d'aller dans le hall. Mais Pauline se dit que la blague part très loin parce que Chloé est carrément à l'autre bout de la rue. Et dès qu'elle se retourne, elle le voit. Un homme plus âgé, avec l'air sale, ayant presque aucune dent. Il lève les mains et dit « Je ne voulais pas faire de mal », tout en allant vers la rue.
Pauline est extrêmement effrayée, car même s'il dit ça, elle a l'impression que son intention est inverse. C'est comme si son ton et son sourire se moquaient d'elle. Là, Pauline est figée pendant quelques secondes, et après essaye de dire en bafouillant « Vous ne pouvez pas juste partir ?» Et il dit à nouveau avec un sourire « Je ne voulais pas faire de mal. » Puis il se retourne et part en courant. À ce moment-là, Pauline appelle la police et essaye de le suivre, mais il est déjà trop loin. Elle dit que la suite pour elle est un peu floue. Elle pensait vraiment qu'il y avait personne dans cette maison, et qu'ils étaient paniqués pour rien. La police ont pris leur déposition et leur ont rappelé qu'il fallait bien fermer sa porte à clé, en tout instant, quoi qu'il arrive. Leur directeur s'est excusé de ne pas les avoir crus. Elle précise que la plus choquée dans cette affaire reste Chloé, qui a découvert l'homme dans le placard. Elle précise que lorsqu'elle a ouvert le placard, elle l'a vu en souriant, en la regardant avec des yeux morts, et précise qu'au moment où elle écrit ces lignes, elle a presque 30 ans, et elle ne peut toujours pas lui parler de cette histoire. Et elle dit également qu'il reste plein de questions sans réponse. Depuis combien de temps était-il dans la maison? Pourquoi a-t-il décidé de prendre le téléphone et le portefeuille de la seule personne qui ne vivait pas ici? Avait-il écouté nos conversations privées? Nous a-t-il espionnés en général? Que nous avait-il volé en plus? Où était-il caché lors de la soirée spaghetti? Cette histoire fait bien peur et nous rappelle qu'il faut bien évidemment garder sa porte fermée et toujours vérifier dans chacune de ces cachettes qui peut se trouver autour de nous, que ce soit dans notre maison, autour de notre maison, les gens qui peuvent espionner. Cette histoire est bien flippante. Passons à la seconde histoire. C'est l'histoire d'Isabelle. Elle précise qu'elle a 35 ans et que l'histoire se passe en rentrant du cinéma. Ils sont allés voir Moi Moche et Méchant avec ses enfants, son fils de 14 ans, sa fille de 11 ans et sa petite dernière de 5 ans. Elle précise d'ailleurs que celle-ci lui tient la main. Ils sont tous de bonne humeur après avoir passé cette belle après-midi en famille. Ils sont allés voir le film en été, en fin d'après-midi, donc elle précise qu'elle arrive dans le parking pour rentrer chez eux vers 19h30. Elle vit dans une petite ville et il est fréquent d'avoir des parkings à étages qui sont souvent avec une bonne luminosité. Mais elle dit que le parking où elle s'est égarée, il n'y avait que 2 sorties, une de chaque côté. Ils rentrent donc du cinéma jusqu'au parking et au moment d'entrer dans le parking, elle a une sensation bizarre, l'impression d'être regardée, et en se retournant, elle voit un homme habillé avec une grosse veste, un bonnet, des gants, bizarre en juillet. Elle le voit directement se diriger vers eux, en ayant un contact visuel. Elle se dit que ce serait peut-être un sans-abri vu ses vêtements, mais en se rappelant qu'on est en été, personne mettrait un manteau en été. Elle précise que la vitesse à laquelle il marche est assez suspicieuse et que sa voiture est à mi-chemin entre les 2 ouvertures. Et elle voit que l'homme est encore dans le parking et je vais vous imager un peu la scène, mais dans un parking il y a souvent plusieurs rangées et elle voit que l'homme passe dans la rangée d'à côté mais marche au même niveau qu'eux. Il se met à la même vitesse pour marcher à la vitesse des enfants et elle voit qu'il les regarde. Et là, Isabelle a un déclic dans sa tête et se dit « Là, il y a un problème. Faut que je prenne ça au sérieux. Il faut faire très attention. » Elle dit à ses 2 plus grands enfants de marcher près d'elle et son fils a remarqué comme elle que cet homme était étrange. Il lui jette un regard de « Tu vois ça, maman ?» Elle dit qu'à ce stade, il lui reste encore pas mal de chemin et qu'elle est venue avec la voiture de son mari, qui a un système un peu plus compliqué pour installer les enfants dans le siège auto, et qu'il fait un grand bip lorsqu'on déverrouille la voiture. Elle précise que la voiture n'a pas un style familial, et qu'il y a une fourgonnette garée juste à côté. Donc, elle suppose que l'homme peut penser que la fourgonnette sera elle, ce qui fait plus véhicule familial. Elle se dit que ça serait un avantage, parce que ça ferait faire à l'homme une plus grande boucle, donc ce qui lui permettrait d'avoir un peu de temps pour mettre les enfants dans la voiture. Elle dit avant d'arriver à la voiture à ses 2 plus grands que dès qu'ils arrivent à la voiture, ils montent dedans très rapidement et ferment la porte derrière eux. Et elle dit qu'à ce stade, sa première fille a également remarqué cet homme étrange. Elle jette également un regard à sa mère à ce moment-là.
Elle précise que la façon de marcher de l'homme n'a aucun sens, car il se dirige vers des places de parking vides, ce qui lui conforte dans son idée. Dès qu'elle arrive à la voiture, elle la déverrouille, et le bip de la voiture fait que l'homme dirige directement son regard vers celui-ci, et dès qu'il l'entend, il fonce sur la voiture. Elle précise que ses enfants montent très vite dans la voiture, en 5 secondes. Elle a le temps de verrouiller, et elle précise que si ça avait pris plus de temps, l'homme aurait réussi à les avoir. Et dès que la serrure de la voiture s'enclenche, l'homme fait demi-tour et part de la voiture. Elle dit que au moment où l'homme part, il se retourne en les regardant et refait demi-tour et retourne au premier endroit où il l'avait vu. Donc à ce moment-là, la pression redescend et Isabelle félicite ses enfants d'avoir été si rapides. Cette histoire montre qu'il y a des fous partout et qu'il faut toujours être vigilant. Après cette seconde histoire, plus courte mais pas moins effrayante, passons à la troisième histoire. Cette histoire se passe en été 2022. C'est l'histoire d'une jeune fille que l'on va appeler Emma. Et elle dit que chaque été, avec ses amis, elle aime faire du camping, mais ils vont dans des endroits assez isolés, et qu'ils décident de faire du camping sauvage parce qu'ils n'ont pas envie de faire 1 heure de route pour aller trouver un vrai camping et payer, et qu'ils décident souvent de faire ça à la dernière minute. Elle dit qu'il y a un endroit sympa, pas loin de chez elle, près d'une rivière, où il y a habituellement personne. La seule chose dont il faut s'inquiéter, ce sont les ours, car elle précise que là où elle vit, au nord-ouest des États-Unis, on peut en croiser. Donc un soir, vers 23h, elle décide d'y aller et d'installer tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse se détendre dès leur arrivée. Car elle décide de mettre les choses en place avant que tout le monde n'arrive. Elle le fait seule, mais ça ne la dérange pas. Donc elle arrive à l'endroit. Pour s'y rendre, elle doit traverser une passerelle, puis suivre un sentier le long de la rivière. Elle dit qu'il y a environ 2-3 minutes de marche. Elle précise qu'il y a 2 lampes au milieu du sentier et une au début du pont. Donc elle se gare, elle apporte les affaires du feu de camp, comme une lampe de poche, un briquet, du bois de chauffage ou encore une petite pelle. Elle dit que le lieu où elle arrive est un tout petit peu connu dans la région, les étés chauds, des familles viennent s'y baigner, il y a une petite plage. Donc elle précise qu'elle installe sa chaise et qu'elle commence à creuser un petit trou pour mettre le feu. Mais elle galère un peu parce qu'elle a seulement sa lampe de poche pour s'éclairer. Et pendant qu'elle fait ses affaires, elle entend et elle sent une éclaboussure. Elle trouve ça bizarre et elle dit que pour une aussi grande éclaboussure, il faut une pierre d'une taille d'une main. Elle trouve donc ça très bizarre parce qu'elle ne rejette rien dans l'eau. Elle met donc sa lampe torche sur l'eau et elle ne voit rien. Et elle se dit que c'est sûrement autre chose. Donc elle reprend ce qu'elle faisait et elle ressent une autre éclaboussure. Donc elle pense que quelque chose tombe d'en haut, que quelque chose doit tomber dans l'eau. Donc elle pointe cet endroit, elle voit des arbres, mais ne voit rien de suspect. Donc elle continue de creuser, mais son rythme cardiaque augmente un peu. Donc elle continue, mais elle entend un bruit à un moment. Donc elle pointe sa lampe torche à cet endroit et dit Eh oh !» Pas de réponse. Donc à ce moment-là, elle pense qu'il y a un ours. Elle vérifie et elle voit aucune trace d'un ours. Elle se dit que son esprit lui joue des tours, parce qu'elle a déjà vu des films d'horreur, mais elle continue donc à creuser et elle entend une feuille craquer. Donc elle pointe sa lampe torche à nouveau au-dessus, et là, elle voit le dos nu d'un homme, courbé. Elle reste figée, et se dit que de tout ce qu'elle aurait pu penser voir, c'est bien la dernière chose. Il avait l'air d'avoir la quarantaine, rasé, de corpulence moyenne, et donc elle était toujours en train de le pointer quand elle pensait à cela, et l'homme s'est levé et retourné. Elle vit donc qu'il n'avait pas de pantalon non plus. Donc là, elle a le réflexe de rassembler certaines de ses affaires et de partir, car elle pense qu'il voulait la chasser en faisant cela, ou lui faire peur. Donc elle commence à partir avec ses affaires. Donc là, elle part, un peu stressée, elle retourne sur le sentier, se retourne parfois, elle sent son cœur battre très vite. Donc là, elle est à mi-chemin sur le sentier, elle est un peu soulagée parce qu'elle se dit j'ai échappé à quelque chose d'un peu étrange. Mais elle se retourne une dernière fois, elle voit quelque chose. L'homme nu rampe comme un primate,
à quatre pattes. Sa tête le regardait et il arriva sur le sentier. Il se leva et faisa face à Emma. Et après s'être mis debout, il commence à courir vers elle. Donc elle aussi commence à courir pour fuir. Durant sa fuite, d'ailleurs, sa lampe de poche saute de sa poche et elle la perdit. Pendant sa course, elle se retourna à quelques instants et vit que l'homme courait toujours vers elle. Elle arrive à sortir de la forêt et n'est plus très loin de sa voiture. Et elle explique qu'à l'instar d'un film d'horreur, elle tremble au moment de trouver ses clés de voiture. Elle les fait d'ailleurs tomber et elle se dit qu'elle est morte. Mais elle les reprend très vite. Elle ouvre sa voiture, met ses affaires sur la banquette arrière et monte dans sa voiture. Elle dit que ça lui a paru une éternité, mais ça n'a duré probablement que 6 secondes. En essayant de mettre la clé dans le contact, elle regarde le sentier en attendant de voir l'homme arriver. Lorsque la clé entre en contact, son regard passe sur la route et part le plus rapidement possible. Et alors qu'elle vient d'arriver dans sa voiture depuis une trentaine de secondes, elle reçoit un message de ses amis disant qu'ils sont en route, et elle répondit en disant qu'elle avait une histoire folle à leur raconter. Donc ses amis s'arrêtent chez elle car c'était pas très loin du feu de camp. Elle leur raconte cette histoire. Elle leur demande s'ils n'avaient pas fait une farce, et ils lui répondent que non. Et elle sait de toute façon qu'aucun d'entre eux aurait fait une blague de mauvais goût, de plus nue. Le lendemain, elle signala à la police, par téléphone, et ils envoyèrent un agent chez elle, qu'elle puisse lui montrer l'endroit des faits. Et en arrivant, il n'y avait aucune trace de personne. En racontant ces histoires, ses amis disent que ce serait peut-être un skinwalker, qui est un chaman malveillant, qui peut se transformer en animal. D'autres disent de façon plus réaliste que ce serait peut-être un sans-abri, ou un malade mental, un drogué, quelqu'un de ivre. C'était la dernière histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les histoires vous ont fait peur, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.